Cette masse de métal oxydé vieille de 2000 ans est-elle le plus vieil ordinateur du monde? Il y a plus de 30 roues à l'intérieur, et certaines avec 65 dents. Cette bombe de la Seconde Guerre mondiale a-t-elle bien été guidée par des pigeons? Si votre hantise, c'est qu'un pigeon salisse votre voiture, imaginez un pigeon guidant une bombe de 450 kilos. Et comment cette coupe de la Rome antique peut-elle changer de couleur? Ce n'est pas une illusion d'optique. Elle passe vraiment du rouge au vert. Voici des objets aussi curieux que remarquables. Ils sont cachés dans des musées, des laboratoires ou des réserves. Aujourd'hui, de nouvelles techniques permettent de les étudier de manière totalement inédite. Désormais, nous pouvons les reconstruire, les démonter, les examiner et mettre au jour leurs caractéristiques les plus extraordinaires, les plus anciennes et les plus étranges. Dans un musée d'Athènes se trouve une masse informe de métal oxydé. Jamais dans l'histoire de l'archéologie, un tel objet n'a été trouvé. Cette découverte a fait voler en éclats nos idées sur l'Antiquité et continue de nous impressionner. C'est un objet tout à fait extraordinaire. Rien d'aussi ancien ne s'en approche un tant soit peu. Grâce aux dernières techniques de l'imagerie, cet objet a retrouvé son état initial. Voici la machine denticitaire. Un instrument datant de 2000 ans, haut de 33 cm et cachant un mécanisme impressionnant fait de roues et de cadrans. Le niveau de précision des rouages et du mécanisme est incroyable. C'en est presque étourdissant. Cet instrument, servant à étudier le ciel, a presque 1000 années d'avance sur son temps. C'est un cosmos portatif. Pendant plus d'un siècle, des archéologues ont tenté d'en percer les secrets. De nouvelles analyses vont enfin les dévoiler. Qui a construit cette machine? D'où vient-elle? Comment fonctionne-t-elle? Et à quoi sert-elle exactement? Le mystère débute il y a plus de 100 ans, à 70 km de la pointe sud de la Grèce. Nous sommes en 1900, sur l'île d'Anticythère. Lors d'une plongée, des pêcheurs d'éponges découvrent des objets en bronze et en marbre. Ils comprennent qu'ils sont tombés sur une épave. Des pièces de monnaie récupérées sur place permettent de dater l'épave à 60 ans avant notre ère. L'abondance incroyable de trésors découverts fait les gros titres. Mais le petit bloc de métal oxydé passe inaperçu. Alors qu'un archéologue local examine l'objet, un petit morceau se détache. Il remarque alors une roue dentée à l'intérieur. Et ça, personne ne s'y attend. Mais pour d'autres archéologues, la présence du mécanisme prouve juste qu'il s'agit d'un objet relativement moderne, arrivé là par hasard. Quand on trouve des objets de ce genre, on peut penser qu'ils ont échoué sur le site. Pendant 40 ans, cette curiosité de métal est laissée de côté. Impossible que cet objet soit authentique. N'est-ce pas? Mais en 1951, il attire l'attention d'un chercheur de l'université de Cambridge. Le physicien Derek de Sola Price examine le mécanisme et comprend qu'il s'agit d'un mouvement d'horloge très perfectionné. Après une analyse minutieuse et notant la présence de lettres du grec ancien, Price confirme que ce n'est pas un objet moderne, mais qu'il date bien d'il y a 2000 ans. Une théorie sans précédent. C'est presque inconcevable que cet objet ait pu être fabriqué pendant l'Antiquité.
Price examine d'autres fragments et découvre d'autres lettres pratiquement effacées. Et il fait une déclaration encore plus surprenante. Il s'agit d'un ordinateur céleste. Son annonce provoque un scandale. Il était impensable qu'un tel objet ait pu exister à cette époque. 20 ans plus tard, Price dissipe les derniers doutes. Il utilise une combinaison de rayons X et de rayons gamma pour percer des millénaires de corrosion. Ce qu'il dépasse ses suggestions les plus folles. Il voit plus de 30 roues à l'intérieur. Certaines sont faites de feuilles de bronze et d'autres comptent jusqu'à 65 dents. Personne ne s'attendait à une telle complexité. Ces dernières années, de nouvelles recherches ont permis de mieux comprendre la machine d'Anticythère. Un des obstacles à notre compréhension de cette machine et de son fonctionnement, c'était son oxydation. Mais en 2005, grâce à la tomographie à rayons X, on a pu examiner ce qu'il restait de la machine. Le scanner tomographique 3D offre une résolution bien supérieure aux instruments utilisés par Price dans les années 70. La tomographie permet d'observer un objet en plusieurs coupes et donc de voir des structures en profondeur. Et il s'avère que Price n'a fait qu'effleurer la surface. On sait à présent qu'il y a 37 ou 38 roues qui activent le mécanisme de cet instrument. Les scanners révèlent une machine bien plus complexe que Price l'avait imaginée. Et ces 10 dernières années, l'analyse informatisée de ces images a permis de déchiffrer des écrits dissimulés qu'aucun être humain n'avait vus depuis 2000 ans. Non seulement ces inscriptions complétaient les pièces détériorées, mais elles nous aidaient aussi à comprendre comment cet instrument était utilisé. Les experts parviennent même à lire des extraits d'un manuel d'instruction du mécanisme. Price avait raison depuis le début. Cet instrument a été conçu pour montrer la position des corps célestes, c'est-à-dire des 5 planètes, du Soleil et de la Lune. En effet, on ne connaissait que 5 planètes à l'époque: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. D'après les spécialistes, voici à quoi ressemblait la machine d'Anticythère. Elle peut prédire la position du Soleil, de la Lune et des planètes sur des années. Aucun autre calendrier céleste mécanique ne verra le jour avant 1348, 1400 ans plus tard. Et ce ne sera qu'un jouet par rapport à celui-ci. Car non seulement il s'agit du premier ordinateur analogique au monde, mais il est aussi extrêmement précis. Comment ces inventeurs ont-ils pu arriver à une telle précision en utilisant une technologie qui nous était inconnue il y a 2000 ans? À l'origine, cet objet incroyable est inséré dans un boîtier en bois de la taille d'une boîte à chaussures. À l'intérieur, le mécanisme est activé par une combinaison de rouages, dont un engrenage, censé faire tourner le système à 90 degrés. Une technique que l'on ne retrouvera qu'au Moyen-Âge, 1400 ans plus tard. Sur le devant, un cadran montre les 365 jours de l'année. Et quand on tourne la manivelle, les aiguilles, qui représentent les corps célestes, les planètes et le reste, se déplacent pour indiquer leur position dans le ciel pour chaque jour de l'année. Mais également pendant des années, car les planètes éloignées mettent plus d'une année pour boucler leur orbite. Chacun a son aiguille. Le Soleil, Mars, Vénus, Jupiter, Mercure, Saturne et la Lune. Chaque cadran a sa propre fonction.
comme donner le compte à rebours jusqu'aux prochains Jeux Olympiques, ou indiquer dans quelle constellation du zodiaque se trouve le Soleil. Sont aussi inscrits certains événements tels que les solstices d'été et d'hiver. Cette machine peut, par exemple, calculer avec une précision incroyable et sur toute l'année les moindres détails de la trajectoire de la Lune. Les scanners montrent qu'au bout de l'aiguille de la Lune se trouve une petite lune qui tourne. Selon les experts, une moitié était peinte en blanc, l'autre en noir. La petite boule qui représente la Lune tourne sur elle-même. On peut donc voir les différentes phases de la Lune. Les experts remarquent aussi que la vitesse de l'aiguille de la Lune change selon sa rotation. Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une idée de génie. Quand la Lune traverse le ciel, on a l'impression qu'elle accélère puis qu'elle ralentit. C'est parce que son orbite autour de la Terre n'est pas un orbite circulaire, mais elliptique, comme un cercle aplati. Alors, quand la Lune est proche de la Terre, on dirait qu'elle accélère. Et quand elle s'en éloigne, on dirait qu'elle ralentit. C'est un mouvement très difficile à reproduire avec des roues circulaires. Mais ils ont prévu un mécanisme. Le changement de vitesse de l'aiguille de la Lune est reproduit grâce à deux roues légèrement décalées. Sur le pignon d'entraînement se trouve une cheville qui glisse dans une fente. La roue tourne donc plus vite quand la cheville est aux extrémités de la fente. Et elle ralentit quand la cheville se déplace. La précision avec laquelle ont été conçus ces rouages est extraordinaire. Ces 15 dernières années, on a découvert que la machine d'Anticythère prédisait même les éclipses solaires. Ce n'est pas uniquement sa complexité qui rend cette machine si fantastique, mais le fait qu'elle condense tout le savoir des Grecs en astronomie dans une petite boîte. C'est absolument époustouflant. On a tout l'univers dans une boîte. Aucune autre machine comme celle-ci n'apparaîtra avant 1400 ans. Son inventeur doit être un génie. Alors, qui est-il ? Une des premières personnes de cette époque à qui on pourrait penser, c'est Archimède. Archimède n'était pas seulement un grand connaisseur du fonctionnement de l'univers et de l'astronomie. C'était aussi un grand inventeur. Archimède invente d'imposantes machines de guerre, faites de leviers et de poulies. Il crée des appareils complexes, comme le premier odomètre au monde. Une machine portative pour mesurer les distances. Il y a aussi la vis d'Archimède, une pompe à eau toujours utilisée à travers le monde de nos jours. C'était le premier nom qui venait à l'esprit quand on se demandait qui avait pu inventer un tel objet et concentrer tant de détails scientifiques venant des Grecs dans un seul appareil. Il y a aussi des indices dans le mécanisme en lui-même. Les inscriptions sont écrites dans un grec très particulier, parlé uniquement dans certaines régions, dont l'île de Sicile, où Archimède est né. Alors, s'agit-il d'une des inventions d'Archimède? Cette théorie pose un problème. L'inventeur de la machine d'Anticythère sait que la vitesse de la Lune n'est pas constante. Le premier à avoir compris que la Lune accélérait et ralentissait était Hipparque de Nicée, en 170 avant Jésus-Christ. À cette époque, Archimède était déjà mort depuis plus de 40 ans. Alors, si ce n'est pas le grand Archimède, qui est-ce? Des inscriptions sur un des cadrans fournissent un indice alléchant. Un des cadrans mentionne les Jeux Olympiques, ce qui n'est pas surprenant, mais aussi des événements moins connus et plus locaux, comme les Alieia. Les Alieia sont des jeux qui se déroulent exclusivement sur l'île de Rhodes. Ce détail, c'est comme une carte de visite qui dirait « Made in Rhodes », car ces jeux sont très localisés.
De plus, Rhodes a une longue tradition du travail du métal. L'exemple le plus célèbre étant le colosse de Rhodes, une immense statue de bronze qui trônait à l'entrée du port. Alors, si la machine vient de Rhodes, en est-il de même pour son inventeur? Le premier candidat est l'homme qui a découvert la vitesse changeante de la Lune, Hipparque. Hipparque vivait et travaillait à la bonne époque, vers 170 avant Jésus-Christ et au bon endroit. Il exerçait à Rhodes et il est probable que la machine venait de cette même ville. Ce pourrait être Hipparque, mais il est mort 60 ans avant le naufrage du bateau à Anticythère. Ce qui implique que la machine aurait déjà été très vieille quand elle a coulé. Un autre candidat vivait également à Rhodes, exactement à la même époque. Il s'agit de l'astronome Posidonios. Une des raisons qui pourrait confirmer que Posidonios a pris part à cette invention, c'est la visite de l'écrivain romain Cicéron. Ce dernier, dans son journal, relate qu'un certain Posidonios lui a parlé d'une machine qu'il avait inventée pour représenter les mouvements des planètes. Archimède, Hipparque ou Posidonios. On ne le saura peut-être jamais. Mais quel que soit l'inventeur, cet homme est un génie. Car il imagine l'univers comme un mécanisme d'horlogerie. Cette idée suggère une façon de penser inédite, avant l'époque de Newton et l'ère des machines. C'est la conception de l'univers comme un mécanisme d'horlogerie, comme une machine. Pourtant, un homme de la Grèce antique pensait déjà que la nature fonctionnait peut-être ainsi. Sans ces pêcheurs d'éponges il y a 100 ans, les secrets de cet étrange objet auraient pu rester enfouis au fond de la mer Égée à jamais. Au Musée national d'histoire américaine à Washington, se trouve l'ogive d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. Mais il ne s'agit pas d'une bombe ordinaire. À l'avant, on remarque de toutes petites vitres pour de tout petits pilotes. Le but de ce dispositif était de guider une bombe de 450 kg. Avec un pigeon. À présent, grâce à l'imagerie numérique du dernier cri, nous pouvons observer cette invention dans toute sa splendeur. Voici la bombe pigeon. C'est peut-être une des bombes les plus judicieuses jamais inventées. Mesurant environ 60 cm de long et plus de 50 de large, la bombe est juste assez grande pour transporter 3 petits kamikazes. Cet engin étrange peut-il vraiment fonctionner? Qui en a eu l'idée? Et pourquoi aurait-on besoin d'une bombe guidée par un pigeon? Dans l'histoire des bombardements aériens, ce qu'on retient surtout, ce sont les bombes qui ont raté leur cible. Et quand il s'agit de bombardements en mer, l'opération est encore plus aléatoire, parce qu'il faut larguer un gros morceau de métal, sans guidage, sur une cible en mouvement qui paraît minuscule vue d'en haut. On estime que, durant la Seconde Guerre mondiale, seulement 1% des bombes larguées sur des navires atteignent leur cible. Il devient donc urgent de mettre en place des bombardements plus précis. Une des solutions est de larguer des torpilles depuis des avions, parce qu'elles sont conçues pour frapper des navires. Une autre est de mettre en place un système de guidage qui ferait de ces bombes assez rudimentaires des bombes un peu plus intelligentes. Au lieu de se contenter de larguer des bombes et d'espérer qu'elles touchent leur cible, les deux camps développent des bombes planantes.
L'intérêt d'une bombe planante, c'est qu'on peut la contrôler. Contrairement à une bombe en chute libre, on peut faire des ajustements et augmenter les chances qu'elle touche sa cible. Du côté allemand, la première bombe planante, la Fritz X, est un succès. Mais la Fritz X a un point faible. Elle est radiocommandée, ce qui peut entraîner deux problèmes. Tout d'abord, il faut que l'avion qui largue la bombe la suive pour pouvoir la guider. Il y a donc un risque pour l'avion et son équipage. Puis, comme il s'agit d'une bombe radiocommandée, le signal radio peut être brouillé. D'ailleurs, plus tard, les Alliés ont effectivement réussi à brouiller ces signaux. La bombe planante idéale doit non seulement résister au brouillage, mais aussi être autonome. Elle doit être capable de se diriger vers sa cible sans contrôle externe. Alors, comment créer une bombe guidée sans guidage radio? Il faudrait placer le système de guidage à l'intérieur de la bombe qui, elle, ne dépendrait d'aucun signal radio. D'où la bombe pigeon. Mais parmi tous les animaux, pourquoi avoir choisi le pigeon? On se sert de pigeons pour envoyer des messages depuis des siècles. Ils ont cette capacité incroyable de se repérer et surtout de revenir à leur point de départ, quelle que soit leur position. On les a donc utilisés dans ce but depuis des millénaires. Les Égyptiens s'en servaient, tout comme les Grecs. Ces derniers leur confiaient même les résultats des Jeux olympiques. L'utilisation de pigeons pendant les conflits a fait ses preuves à l'ère moderne. Pendant la Première Guerre mondiale, 500 000 pigeons ont ainsi transmis des messages. L'un d'eux est même devenu un héros. Il servait dans l'armée française sous le nom de « Cher ami ». Et il a continué de transmettre ses messages, même après avoir perdu un œil. Il a même reçu une médaille militaire pour ses actions héroïques pendant la guerre. Les pigeons ont aussi été très utiles pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés lâchaient des pigeons voyageurs avec des demandes de renseignements au-dessus des territoires occupés par les Allemands. Les oiseaux étaient équipés de petites cartes que les résistants remplissaient et rattachaient aux pigeons qui s'envolaient pour rejoindre leur point de départ. Les pigeons ont une autre qualité essentielle pour se transformer en système de guidage pour bombes. Les oiseaux sont souvent bien plus intelligents qu'on le pense. Cette notion de cervelle de moineau est assez injuste. Et parmi les oiseaux, les pigeons font partie des plus intelligents. Ils sont très doués pour apprendre à effectuer une tâche. L'idée de pigeon pilote n'est donc pas si ridicule. Mais une question demeure. Comment peut-on leur apprendre à guider une bombe? C'est là qu'intervient le colombophile B.F. Skinner. B.F. Skinner est un des pères de la psychologie moderne. Il est surtout célèbre pour avoir développé plusieurs méthodes de ce qu'on appelle maintenant le comportementalisme. Il a cherché à comprendre les réflexes des créatures pensantes et leur réaction à un stimulus. Cette idée qu'on peut obtenir une réaction selon un stimulus précis remonte aux travaux de Pavlov, connu pour ses expériences sur les chiens. Il a découvert, par exemple, que les chiens se mettaient à saliver quand on leur montrait de la nourriture. Pavlov s'intéressait aux réactions basiques face aux stimuli, aux réactions d'ordre physique, tandis que Skinner va un peu plus loin. Il tente en quelque sorte de contrôler la façon dont on répond consciemment à divers signaux. Skinner avait conçu ce dispositif qui était une simple boîte. On l'appelle maintenant la boîte de Skinner. L'animal placé à l'intérieur se voit proposer un stimulus bien précis.
Et une fois qu'il produit la réaction qu'on attend de lui, il est récompensé. Par de la nourriture, par exemple. Assez rapidement, les créatures les plus intelligentes, comme les pigeons, vont comprendre ce qu'on attend d'eux. Ils se souviendront du comportement qui a déclenché la récompense et le reproduiront encore et encore. Dès les premiers essais, les pigeons réagissent mieux que prévu. Skinner avait découvert qu'il était possible d'entraîner des pigeons à accomplir des tâches assez complexes que des oiseaux ne sont pas censés faire. Par exemple, il les avait entraînés à jouer au ping-pong. Encouragé par les résultats de ses expériences, Skinner demande au gouvernement de financer sa bombe pigeon. B.F. Skinner va voir l'armée américaine pour leur proposer ce qui semble être une idée complètement absurde. La Seconde Guerre mondiale était une époque très propice aux expérimentations, et celle-ci est loin d'être la plus folle. Parmi ces idées folles, on trouve même des chauves-souris transportant du napalm. Ma préférée étant ces chiens entraînés par les soviétiques pour porter des bombes anti-chars. Ils avaient été entraînés pour se glisser sous les chars allemands et déclencher leurs bombes. Mais il y a eu une petite erreur de jugement. Comme on les avait entraînés sur des chars russes, une fois lâchés, ils sont allés poser leurs bombes sous les chars russes. L'expérience de la bombe chien n'a donc pas été concluante. Jusque-là, l'utilisation d'animaux pour transporter des bombes n'a pas convaincu. Cependant, B.F. Skinner est persuadé que son concept de bombe pigeon est une idée, disons, détonnante. Mais comment fonctionnerait-elle? L'idée était de prendre une bombe planante et d'y ajouter à l'avant une ogive étanche dans laquelle les pigeons seraient installés. Sur un petit écran, face aux pigeons, on projette l'image de la cible à abattre. Le pigeon est entraîné à donner des coups de bec sur cette image. Le système de pilotage s'aligne alors sur les mouvements du pigeon et dirige la bombe sur la cible. Pour minimiser le risque qu'un pigeon ne fasse dévier la bombe, chaque bombe transporterait 3 pigeons. Les 3 pigeons seraient à la manœuvre. Et c'est la règle de la majorité qui déciderait de la trajectoire de la bombe planante. À l'évidence, Skinner tient une idée, car ce principe est encore utilisé de nos jours en aéronautique. Dans les logiciels de navigation, il y a 3 systèmes indépendants qui fonctionnent en même temps. Et c'est la règle de la majorité qui décide des manœuvres. Ce principe protège d'un dysfonctionnement d'un des systèmes qui pourrait endommager l'avion. Comme on peut le comprendre, l'idée de placer une bombe hautement explosive sous le contrôle de 3 pigeons ne séduit pas immédiatement l'armée américaine. Mais Skinner n'en démord pas. En 1943, Skinner reçoit 25 000 $ pour développer son idée, ce qui représentait une très belle somme à l'époque. Skinner reçoit des informations sur la bombe planante, qui est baptisée le Pélican. L'expérience se voit attribuer un nom de code parfait, le projet Pigeon. Après avoir adopté l'idée d'une lentille optique qui projette une image sur un écran sensible au picorement du pigeon, Skinner commence les tests sur des images réalistes. Et les résultats sont bluffants. Ce concept de bombe pigeon peut sembler ridicule. Mais quand on voit des pigeons donner des coups de bec sur l'image du navire projetée sur l'écran, on se dit « mais ça marche en fait ». Mais à notre connaissance, la bombe pigeon n'a jamais décollé. Alors, que s'est-il passé?
En 1944, Skinner arrive pour présenter sa solution devant une équipe de scientifiques. Il est prêt. Il a les images, ses petits pigeons pilotes et la maquette d'une capsule. Et ça fonctionne. Il a inventé un système de guidage impossible à brouiller, si tant est que personne n'ait de miettes de pain sous la main. Mais il ne parvient pas à convaincre les scientifiques. À la fin de la réunion, un des scientifiques a pris Skinner à part et lui a suggéré d'aller se saouler. Ce que Skinner a interprété, à raison, comme un très mauvais signe. À l'insu de Skinner, occupé à entraîner ses pigeons, un projet concurrent est en train de développer une autre solution. La solution de Skinner fonctionne. Son système de guidage est prêt. Mais le temps qu'il le perfectionne, l'autre solution, le système de guidage par radar, a elle aussi considérablement avancé. Et c'est la solution que l'armée va choisir. Elle fera construire 2600 de ces bombes, connues sous le nom de bombes BAT, qui, il faut l'admettre, font beaucoup moins de dégâts. Alors, est-ce la fin des pigeons de guerre? En 2019, un rapport top secret de la CIA est déclassifié. Il contient les détails d'une opération des années 1970, le projet Takana. Et le plus gros succès du projet Takana repose sur des pigeons. L'idée était d'équiper des pigeons de mini-appareils photo et de les lâcher au-dessus de l'Union soviétique pour qu'ils prennent des photos en vol. Plus il y avait de pigeons, plus on avait de chances de repérer des éléments importants. Le projet final est de faire passer des pigeons à Moscou dans le but de détruire des cibles prioritaires. Le pigeon serait lâché à quelques kilomètres du site qui intéressait les Américains. Il survolerait la zone, prendrait ses photos et reviendrait au point de départ où les photos seraient développées. La première cible était une des installations les plus sécurisées de l'Union soviétique, le chantier naval de Leningrad, où les sous-marins nucléaires étaient construits. Mais on n'a jamais su si ce projet avait été mené à bien. Une fois encore, tout comme avec la géniale bombe pigeon, ces volatiles n'ont pas pu prouver leur talent. Pas facile d'être un pigeon en temps de guerre. Au fin fond du British Museum à Londres, se trouve un des objets de la Rome antique les plus étranges jamais découverts. À première vue, cette coupe, vieille de 1700 ans, est jolie, mais plutôt banale. Mais quand on la reconstitue à l'aide des dernières technologies numériques, elle révèle ses secrets. D'environ 16 cm de hauteur, il s'agit de la coupe de Lycurgue. Une relique ancienne avec un petit plus assez déroutant. Elle change de couleur. C'est un objet extraordinaire. Ce n'est pas une illusion d'optique. Elle passe vraiment du rouge au vert en fonction de la lumière. Comment est-ce possible? De quoi cet objet est-il fait? Et à quoi sert-il exactement? La coupe de Lycurgue date d'il y a 1700 ans, vers l'an 300 après Jésus-Christ. C'est la fin de l'époque romaine. La technique du verre est assez bien développée et devient plus sophistiquée. Des figures mythologiques semblent flotter à la surface du calice intérieur. Les archéologues appellent cela un verre en cage. Il s'agit du verre en cage le mieux préservé de l'Antiquité. Même à l'époque romaine, au IVe siècle, quand il a été fabriqué, ce verre était très rare. Un examen au microscope montre que la coupe et sa cage flottante sont faites d'une seule pièce de verre. Le verre étant une matière fragile et cassante, la délicatesse de cette pièce est très impressionnante. Ils ont dû utiliser des outils minuscules pour sculpter le verre.
et ils ont creusé sous les motifs, si bien qu'il y a des endroits sous les personnages où on voit du vide. Seules leurs petites jambes les rattachent à la coupe. Ce qui est fou, c'est qu'au moindre faux pas, au moindre éternuement de l'artisan, il aurait fallu tout refondre et reprendre à zéro. Mais c'est le verre en lui-même qui est absolument spectaculaire. Un verre qui change de couleur, je n'avais jamais vu ça auparavant. Si on regarde la coupe sous une lumière normale, elle est verte. Mais face à la lumière, avec des rayons qui la traversent, elle devient rouge. Personne, même à cette époque, n'avait vu une coupe qui changeait de couleur. C'était extrêmement rare. Les gens devaient être subjugués. La possession d'un tel objet trahissait le statut de son propriétaire. C'est le genre d'objet que vous avez envie d'exhiber. Vous possédez une belle maison, donnez des réceptions somptueuses, mais votre pièce maîtresse, c'est cette coupe. Il s'agit de verre dichroïque, c'est-à-dire qui a deux couleurs. Pendant des siècles, ce verre est resté un mystère. L'examen de la coupe au microscope classique ne révèle rien du tout. Le verre ressemble à n'importe quel verre de l'époque romaine. Alors, comment une coupe vieille de 1700 ans peut-elle changer de couleur? Pendant des siècles, cette spécificité défie toute explication. En 1990, des scientifiques ont utilisé un microscope électronique pour observer l'intérieur du verre. Ils découvrent de minuscules particules d'or, d'argent et de cuivre, en suspension dans le verre. Ce sont des nanoparticules qui font environ 1/1000e de l'épaisseur d'un cheveu. Ce sont ces minuscules particules métalliques qui détiennent le secret de cet effet de changement de couleur. Tout cela est dû à l'effet quantique qui se produit au niveau subatomique. L'effet fonctionne car le blanc n'est pas qu'une seule couleur. Le blanc est un mélange des couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, vert, bleu, indigo, violet. Les plus petites particules de lumière sont appelées des photons. Chaque couleur vient de photons d'énergie différentes. La magie se produit quand ces photons pénètrent dans le verre et frappent les nanoparticules de métal. Comme il s'agit de particules de métal, elles sont entourées d'un nuage d'électrons. Et quand le photon frappe ce nuage d'électrons, il est absorbé et envoie une sorte de vibration dans le nuage, un peu comme quand on saute sur un trampoline. La toile fléchit et une onde circulaire se propage. Et quand le nuage d'électrons se soulève à nouveau, il renvoie le photon. Les scientifiques découvrent que le diamètre des nanoparticules présentes dans le verre ne permet qu'aux photons verts de rebondir. En modifiant les quantités et les ingrédients au moment de la fabrication du verre, on peut faire en sorte que ces particules ne propagent que la lumière verte pour créer cet effet magnifique. Quand on regarde la lumière réfléchie par la coupe, on voit du vert. Le reste de la lumière traverse la coupe. Et le blanc, moins le vert, donne cette sorte de rouge prune. Alors, quand la lumière traverse la coupe, on voit du rouge. Ce qui est incroyable à propos de cette coupe, c'est que pour produire ces nanoparticules, l'artisan devait broyer le métal afin d'en faire une poudre encore plus fine que du talc. Puis il devait intégrer uniformément cette poudre dans le verre pour qu'il y en ait partout et en quantité très précise. L'effet provient d'une quantité minuscule de métal.
On pense que la quantité d'argent et d'or présente dans cette coupe est de 300 parties par million pour l'argent et de 40 parties par million pour l'or. Si on regroupait tout l'argent et l'or, les particules ne seraient même pas visibles à l'œil nu. Le terme scientifique de l'effet quantique qui produit ce changement de couleur est la résonance plasmonique de surface. Il s'agit de nanotechnologie, la manipulation de la matière à une échelle atomique ou quasi-atomique. On imagine que les Romains ne comprenaient pas grand-chose aux effets quantiques de ce qui se passait à l'intérieur du verre. Mais l'un d'entre eux avait compris que si on ajoutait ces métaux dans ces quantités, à cette matière, alors on pouvait obtenir ces incroyables changements de couleur. Avec son verre quantique, la coupe de Lycurgue est sans doute un des verres en cage les plus spectaculaires jamais fabriqués. À qui était-elle destinée? C'était sûrement une personne fortunée, de la haute société, peut-être même de l'entourage de l'empereur. La coupe date probablement du début du IVe siècle après Jésus-Christ, quand l'Empire romain est partagé entre deux empereurs rivaux, Constantin et Licinius. Licinius est établi en Thrace, dans la partie orientale de l'Empire. La coupe montre Lycurgue, roi de Thrace dans la mythologie grecque, se battant contre Dionysos, le dieu du vin. Selon le mythe, Lycurgue de Thrace est vaincu par Dionysos, appelé Bacchus chez les Romains. On peut y voir une interprétation de Licinius, établi en Thrace. À cette époque, l'empereur Constantin triomphe de Licinius. Cette scène de la coupe peut donc être un symbole. Les ornements de la coupe pourraient donc représenter la mise en déroute de Licinius par Constantin. Si cette coupe a été fabriquée pour célébrer la victoire de Constantin, il est possible qu'il y ait bu. Quel qu'en ait été son propriétaire, le fait que cette merveille si ancienne et fragile ait survécu à 2000 années de bouleversement est un véritable miracle. Aujourd'hui, nos connaissances sur le changement de couleur de la coupe permettent de développer des technologies innovantes. S'inspirant des nanoparticules de la coupe de Lycurgue, des chercheurs de l'Université de l'Illinois ont développé des capteurs très performants. Si, au lieu d'être dans du verre, ces nanoparticules d'or et d'argent sont dans de l'eau, on peut détecter d'infimes changements dans les éléments présents dans l'eau, grâce au changement de couleur des capteurs. Cette technique peut servir en médecine à détecter d'infimes quantités de substances dans l'organisme, mais aussi, dans le domaine des explosifs, à détecter des éléments indiquant la présence d'une bombe. La découverte des secrets de l'ancien monde peut nous permettre de percer les secrets de notre propre avenir.